Sophie Canor, chargée de mission démarche territoriale et données à l'Office de l'eau Guadeloupe. Donc cette deuxième édition des chiffres clés a tenu à aborder la qualité environnementale des milieux, où là on a pu présenter donc les résultats de travaux qui ont été menés tout le long de l'année 2018-2019 sur l'état des milieux aquatiques, cours d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et le plan d'eau de Gachette également. Donc ce qu'on a pu montrer, c'est que notamment les principales conclusions, c'est l'intrusion saline qu'on a révélée effectivement, qui a été révélée en Grande Terre sur la masse d'eau, la nappe qui fait le pont autour littoral de Grande Terre. Donc c'est dû à des pompages qui entraînent une remontée d'eau littorale dans les forages, qui est une action irréversible malheureusement. Donc c'est une alerte qui est donnée là pour optimiser les prélèvements sur l'ensemble de la Grande Terre. On avait déjà des polluants historiques, chlordécone notamment en Sud-Basse-Terre. Ça c'est pour les nappes d'eau souterraine. Pour les cours d'eau, ce qu'on a vu, c'est qu'on a 6 cours d'eau qui sont en état médiocre du fait des paramètres biologiques. On a une relative stabilité par rapport au dernier exercice où on avait fait ces travaux-là également en 2013. Une relative stabilité dans les cours d'eau. Là où on a une véritable dégradation, c'est sur les masses d'eau côtière où là l'ensemble était en état moyen. Donc pour les coraux principalement qui sont concernés. Et là on est passé avec 5 masses d'eau sur 11 qui sont en état médiocre pour les masses d'eau côtière. Donc les investigations ont montré un impact certes de l'assainissement collectif et non collectif, collectif surtout, mais aussi des fertilisants agricoles qui potentiellement contribuent à cet état médiocre. Voilà, donc les prochaines étapes vont être surtout l'élaboration du schéma directeur d'aménagement des eaux pour 2022-2027 qui va fixer des objectifs. Donc c'est vraiment un travail collaboratif avec l'ensemble des partenaires du territoire pour mettre en place des dispositions et des mesures pour atteindre le bon état et en tout cas faire le maximum pour tenter d'inverser cette tendance. On a pris désormais un rendez-vous avec les partenaires de l'Office de l'eau qui coordonnent les données produites par nos différents partenaires. Et donc l'idée c'est d'améliorer la lisibilité de tout ce qui se passe dans le domaine de l'eau, assurer mieux sa préservation parce que c'est vraiment une ressource essentielle à la vie et donc tout faire pour mieux la protéger. Et donc créer une dynamique de travail collectif qui soit vraiment productive. On est en capacité aujourd'hui de dire que l'Office remplit son rôle de gardien des milieux aquatiques et donc lance les alertes lorsque c'est le cas, quand on observe un certain nombre d'anomalies. On répond de façon tout à fait objective aux attentes des gens. On est conscient que la transparence ne dissipe pas les inquiétudes des gens, c'est normal, c'est leur santé. Mais on fait de notre mieux pour sensibiliser aussi notre partenaire sur des politiques sanitaires d'accompagnement. Et donc l'année prochaine, on va essayer d'aborder la problématique des eaux minérales, parce que là aussi, il y a des opportunités que les Guadeloupéens peuvent actionner, et donc il faut qu'ils le sachent. Et de mon point de vue, on a une qualité des eaux minérales qui devrait être remarquable. Et sur les tours d'eau, tout le monde l'a dit, on ne va pas assez vite, parce qu'il y en a encore. On le déplore, c'est insupportable, c'est inacceptable. Mais il y a quand même aujourd'hui des unités de production qui permettent d'alimenter mieux les réseaux. Et la seconde priorité, donc, c'est les fuites. Et donc là, avec la collaboration qu'on a développée avec l'Office international de l'eau, on va mettre sur le terrain des équipes qui vont être très concrètes pour les détecter, les traiter, les corriger, de manière à ce que les rendements soient meilleurs auprès des opérateurs pour que le service rendu à l'usager soit de qualité. Et il a raison de le demander, c'est normal. De nombreux usagers souffrent aujourd'hui
des problèmes de tours d'eau. Pour régler cette difficulté, il y a deux façons de le faire. C'est d'une part investir pour remplacer les réseaux défectueux. Ça, c'est ce qui est en train d'être fait par le plan d'action prioritaire et qui devrait être poursuivi dans les prochaines années, les 10 prochaines années, 20 prochaines années, ça prend du temps. Et puis la deuxième chose, qui est tout aussi importante, peut-être même plus, c'est réparer les fuites. Et pour réparer les fuites, il faut qu'on organise les différents opérateurs qui sont en première ligne sur ce sujet-là, puisque c'est de l'exploitation, les accompagner pour les coordonner et puis apporter aussi l'aide, soit en appui technique, comme on le fait à l'État, à l'Office de l'eau, à travers l'intervention de l'Office international de l'eau, de l'IRSTEA, d'Eau de Paris, mais aussi en intervenant financièrement, comme on le fait en soutien au marché qui a passé ou que passe actuellement la région. Je me réfère à ce que dit l'expert de l'IRSTEA qu'on mobilise sur cette problématique-là. Il nous dit que la fin des tours d'eau en 2020 est possible. Ce qui va dépendre de la faisabilité de ce projet-là, c'est l'implication des différents acteurs et puis leur capacité à travailler ensemble. C'est très difficile parce qu'on a des opérateurs qui ont les moyens d'intervenir, mais qui n'ont pas les moyens, qui ont les moyens humains d'intervenir, mais qui ne peuvent pas réparer parce qu'ils n'ont plus les finances pour le faire. Et puis on en a d'autres qui ont les moyens humains, mais qui n'ont pas les véhicules. Donc il va falloir à un moment donné faire travailler ces gens-là pour qu'on intervienne de manière coordonnée et mutualiser autant que possible les moyens. Didier Roux, je suis le responsable du service santé sécurité des milieux extérieurs à l'Agence régionale de santé. Donc, au niveau de l'eau potable, l'Agence régionale de santé surveille ces eaux conformément à un décret de 2007 avec une surveillance active des captages, des stations de traitement et des points sur le réseau de distribution. Donc au niveau global de la qualité des eaux, on est à 97% de conformité bactériologique, ce qui est quand même un bon score. Si on va sur toutes les limites de qualité, de référence de qualité, c'est-à-dire tous les critères bactériologiques pris en compte, la non-conformité est aux alentours de 92%. C'est quand même un bon score. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème de bactéries sur le réseau. On n'a d'ailleurs pas trop de problèmes sur le réseau au niveau qualité de l'eau, puisqu'on n'a pas de nitrate, l'eau ne subit pas des influences agricoles, donc on a vraiment une bonne qualité d'eau. Avec des fois il y a une différence de qualité au niveau chimique entre les eaux qui sont sur basse terre ou sur grande terre, puisque les eaux sur basse terre sont très douces et les eaux sur grande terre sont, comme elles sont puisées dans un massif calcaire, sont un peu plus dures. Donc on a cette différence de signature, mais les deux restent quand même conformes aux normes de qualité. En ce qui concerne la chlordécone, dont on parle beaucoup, cette année, nous n'avons pas eu un seul dépassement de ce paramètre. Pourtant, on recherche activement, puisqu'on a doublé notre contrôle sanitaire sur ce critère, on n'a pas eu de dépassement, la norme étant à 0,10 microgrammes par litre. Donc on en est à rechercher le 10 millionième de gramme de chlordécone et on n'en a pas. Ça s'explique par deux faits. C'est que le premier, c'est que les ressources utilisées ne sont pas contaminées par la chlordécone, puisque toutes les anciennes ressources ont été supprimées et on est monté beaucoup plus haut pour rechercher l'eau, donc dans les forêts qui n'ont pas été utilisées pour l'agriculture, donc on n'a pas de chlordécone. Et puis après, sur les quelques forages qui nous restent ou captages qui nous restent, qui contiennent de la chlordécone mais en quantité limitée, on a des stations de traitement qui sont équipées avec des filtres à charbon actifs qui sont très efficaces pour lutter contre la chlordécone, mais aussi contre les autres pesticides qu'on trouve en Guadeloupe, notamment des anciens pesticides type lindane, mais aussi des pesticides actuels type glyphosate. Les eaux de baignade, effectivement, là c'est un peu plus préoccupant, même si 71% des eaux sont d'excellente qualité, donc c'est le top de la qualité de l'eau. On observe en fin de course sur les eaux qui sont les eaux de qualité insuffisante, une nette progression de cette mauvaise qualité, puisque on passe pour la saison 2018 à la saison 2019 de 2% de non-conformité
à pratiquement 9%, un peu plus de 9% de non-conformité. Donc on a une dégradation exceptionnelle de l'ordre de 7% de la qualité de ces eaux. Donc c'est préoccupant. Ça correspond bien à ce qu'a évoqué la DEAL avec les problèmes d'assainissement qui soient individuels, semi-collectifs ou collectifs, avec vraiment une dégradation très importante de cette qualité d'assainissement qui se retrouve forcément dans les rivières et puis en mer. Voilà, c'est une conséquence. Quand l'eau est non conforme, on interdit la baignade, on demande un arrêté municipal qui interdit cette baignade, on contrôle en continu cette baignade jusqu'à ce qu'elle redevienne conforme en tout cas, et puis là on va demander au maire de lever son arrêté d'interdiction, mais les mesures pour nous, mis à part l'interdiction et le respect strict de cette interdiction de baignade, c'est tout simplement conseiller aux maires de faire leur profil de baignade afin de déterminer dans la zone de la baignade quels sont les points qui sont susceptibles de contaminer cette baignade. Donc rechercher les assainissements défectueux, y remédier, rechercher les zones d'élevage qui seraient susceptibles par ruissellement de terrain de contaminer l'eau, etc. Voilà. L'assainissement, c'est la technique qui consiste en fait à traiter les eaux usées domestiques avant de les rejeter dans le milieu naturel. Donc il y a deux types d'assainissement, l'assainissement non collectif, ou l'assainissement individuel, et l'assainissement collectif. La différence entre les deux, c'est que l'assainissement collectif, en fait, ce sont des eaux usées qui sont traitées par la collectivité, alors que l'assainissement non collectif, ce sont des eaux usées qui sont traitées par le privé, par le producteur de la pollution lui-même. En Guadeloupe, on accepte maintenant de l'assainissement non collectif, donc individuel, du type fosse septique ou mini-station d'épuration. On l'accepte simplement jusqu'à l'équivalent de 20 équivalents habitants. Au-delà de 20 équivalents habitants, on impose que l'aménagement soit branché sur le réseau d'assainissement collectif, et que les eaux usées soient traitées par la station d'épuration de la collectivité. L'objectif pour l'assainissement, c'est effectivement de remettre en marche des stations qui ne fonctionnent pas, ou de reprendre l'instruction, ou de réautoriser des installations dont l'autorisation a été accordée il y a plusieurs années, mais bon, c'est une autorisation qui est limitée dans le temps, et donc il faut que ces installations redéposent des dossiers. On a quand même pratiquement les 3/4 des grosses stations d'épuration, donc c'est ces stations d'épuration qui dépassent les 1500 équivalents habitants, donc on a à peu près le 3/4 de ces stations qui ne sont pas conformes, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas des rejets conformes à la réglementation, c'est-à-dire qu'elles rejettent dans le milieu naturel, soit en rivière, soit dans le milieu marin, des eaux peu traitées ou insuffisamment traitées, voire pas traitées du tout. On intervient à deux niveaux. Effectivement, au niveau, je dirais, régalien, l'État, lorsqu'elle constate des dysfonctionnements ou lorsqu'elle constate que des stations ne sont pas autorisées, intervient auprès de l'autorité en charge d'exercer cette compétence, donc c'est souvent la communauté d'agglomération, pour lui demander de régulariser sa situation. Donc il y a toute une progressivité. D'abord, c'est un courrier, un rappel de manquement administratif. Ensuite, si effectivement rien n'est fait, il y a une mise en demeure. Et ensuite, si la mise en demeure n'est pas suivie des faits non plus, on passe au niveau pénal avec, je dirais, des procès-verbaux, donc au niveau judiciaire, qui sont transmis au parquet. On peut aussi mettre en œuvre des mesures de police administrative, telles que des astreintes administratives ou des consignations de sommes pour faire les travaux. 5 points qui me montrent et qui nous montrent qu'il était nécessaire de faire cette deuxième. Un, de la pédagogie. Il faut continuer le travail de pédagogie entre 2 séminaires pour montrer à la population qu'il y a un travail qui continue, à savoir en particulier comment est réalisé des prélèvements, comment est analysée l'eau de la ressource au laboratoire et ensuite à la distribution. Le deuxième point, c'est la formation. Il nous est apparu que la nécessité de former les agents sur la recherche de fuite, parce que c'est l'élément important aujourd'hui, des missions d'accélération pour pouvoir accompagner les EPCI, les producteurs d'eau sur de la méthodologie. Le quatrième point, c'est la ressource humaine. La ressource humaine doit être adaptée et affectée au bon endroit, au bon moment. Enfin, il nous appartient de constater qu'aujourd'hui, avec la mutualisation, nous aurons une amélioration. Mutualisation
l'ensemble des EPCI et des acteurs sont d'accord sur ce principe. Donc il nous faut conclure très rapidement à une structure permettant de lever les moyens financiers pour aller encore plus loin dans la résorption des fuites, mais dans la satisfaction de la population à travers à la fois des travaux de réalisation, d'amélioration des usines, mais à travers également les problématiques de facturation et de recouvrement des créances.